Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Stranger Things, la saison 1, puisque vous le savez peut-être, pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps, le plus lointain possible, il y a peut-être 4 ans et demi, ou peut-être un peu moins longtemps, euh, quand j'ai créé cette chaîne-là, quoique je pense qu'il y a 4 ans et demi, c'est la chaîne principale, ou à l'époque où c'était encore un fourre-tout qui a dû être créé, celle-ci elle a dû être créée un peu plus tard. Enfin bref, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'avais dit que quand je parlerais de cinéma et séries télé, je ferais des petits retours sur des films et séries que j'aime bien, ce qui est un peu le cas avec notamment quand je fais des reviews sur les films One Piece, dont il y en aura un prochainement. Il y a aussi très prochainement des cas comme des adaptations Eragon, Harry Potter qui vont bientôt venir également. Mais j'avais surtout beaucoup mis en avant Stranger Things. Pourquoi Stranger Things? Parce que c'est très populaire, que je ne connaissais pas, et puis que j'ai envie de comprendre pourquoi c'est autant populaire, et est-ce que moi j'allais bien aimer. Donc je m'étais dit, je vais me lancer. Et finalement, je me suis jamais lancé jusqu'à maintenant. Euh, et du coup, pourquoi je m'étais jamais lancé avant aujourd'hui? Parce que tout simplement, ça m'intéressait pas plus que ça. C'est-à-dire que j'avais envie de comprendre pourquoi les gens adoraient, et en même temps, j'avais pas plus l'envie que ça de me lancer dedans. Donc je me suis jamais vraiment lancé. Voilà. Et puis, le fait que les héros soient des enfants, notamment dans la première saison, après forcément ils grandissent, hein, comme les acteurs, mais le fait de devoir commencer sur une série qui se base sur les enfants, je vais quand même lancer ma capture d'écran. Ok, on est bon. Qu'on soit voilà, sur la page d'accueil de la diapo. Euh, mais le truc, c'est que le fait qu'on commence avec des enfants, c'est pas trop mon truc. Alors oui, si on reprend d'anciennes sagas comme Harry Potter, comme le monde de Narnia, la croisée des mondes, alors oui, on pourrait me rétorquer que j'aime bien ces univers-là, sauf que il y a une différence avec Stranger Things. C'est que ces univers-là, je les ai connus quand j'étais enfant. C'est-à-dire que ces trois univers que je viens de citer, ils passaient à la télé, enfin ils passaient à la télé, ils passaient au cinéma, quand j'avais à peu près l'âge des personnages, enfin, du moins de certains des personnages. Quand Harry Potter est sorti, j'avais quoi? J'avais 6 7 ans quand le premier Harry Potter est sorti, à peu près 9 10 ans quand le 3 est sorti. Il est sorti en 2004, donc quoi, j'avais 9 ans. Enfin bref, j'avais à peu près le même âge, j'étais un tout petit peu plus jeune que les personnages, et j'avais le même âge que certains acteurs. Bon, certains qui sont un peu plus vieux que moi, mais j'avais notamment le même âge qu'Emma Watson. Donc c'est un univers où j'ai grandi avec des personnages, des acteurs qui avaient à peu près le même âge que moi. Pareil avec le monde de Narnia, qui a débuté un tout petit peu plus tard au cinéma, mais pareil, certains personnages avaient à peu près le même âge et tout ça. Donc j'ai grandi avec des personnages qui étaient comme moi, enfin qui étaient comme moi entre guillemets en termes d'âge. Et pareil pour La Croisée des Mondes, même s'il n'y a que le premier film, et que voilà, apparemment l'adaptation n'était pas assez bonne pour qu'il y ait de suite. Ça, je peux pas trop me prononcer parce que je ne connais pas, je ne connais pas le bouquin. Mais voilà, et c'est la différence avec Stranger Things. Stranger Things qui, du coup, à l'époque où la première saison est sortie, je sais plus en quelle année, mais je crois que c'est milieu des années 2010, au milieu des années 2010, j'avais déjà 20 ans. Enfin, en tout cas, autour des 20 ans. En tout cas, j'ai eu 20 ans en 2015. Voilà, pour faire simple. Et je crois que la sortie est sortie vers 2014, un truc comme ça. Donc voilà, j'avais entre 19 20 ans quand la série est sortie, si je ne me trompe pas de date. Donc, très clairement, le délire de suivre des enfants, ça m'attirait plus du tout. Parce que ce qui était bien avec Harry Potter, comme je disais, c'est que je pouvais m'identifier. J'avais des personnages, des héros qui avaient le même âge que moi. C'est comme quand j'étais enfant que je regardais Détective Conan. Alors oui, j'ai toujours regardé Détective Conan aujourd'hui, mais parce que voilà, c'est un peu la nostalgie de quand j'étais gamin, parce qu'il y a aussi une écriture très adulte dans Détective Conan, où quand t'es enfant, t'es juste en mode oh je suis trop content, c'est un enfant qui résout des crimes, et puis quand tu grandis, tu comprends mieux l'envers du décor des crimes et tout ça, et je trouve ça trop cool. Bref. Mais du coup, à 20 ans,
regarder une histoire sur des gamins de 10 ans, ben ça me donne pas envie, tu vois, je peux pas m'identifier à un gamin de 10 ans, parce que bah du coup à 20 ans tu vis plus les mêmes choses, t'es plus dans le même délire, et du coup moi ça m'attirait beaucoup moins. Alors je sais que voilà, ça attire beaucoup de gens, Stranger Things, hein, notamment ma mère est une grande fan de Stranger Things, et pourtant elle est beaucoup plus vieille que moi, hein. Donc voilà, mais moi j'ai besoin de m'identifier au personnage pour vraiment aimer le délire. Par exemple, si je prends le cas de The Last of Us qui est mon jeu préféré, bah dans le premier jeu, je préfère Joël à Ellie parce que bah, Joël c'est le personnage adulte, tu peux plus facilement t'identifier à son histoire. Et par contre, dans le deuxième jeu, je préfère Ellie. Là, Ellie, elle a 19 ans, alors oui, il y a quand même un écart d'âge, mais elle a 19 ans, elle est adulte, elle vit des choses d'adulte, et du coup, bah, j'adore son personnage. Et, euh, et moi, c'est beaucoup de cette manière-là que je fonctionne. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a des univers que j'ai beaucoup aimés, même en étant adulte, comme les films Ça, avec, comment il s'appelle, Gripsou, parce qu'on va reparler de ces films-là dans très peu de temps. Et quand je dis très peu de temps, c'est dans cette vidéo. Mais voilà, par exemple, j'ai bien aimé parce que j'aime bien le délire du clown qui se transforme en tapeur pour te buter, enfin essayer de te buter, parce que bon, ça reste un défaut. Voilà, le machin, il poursuit des gamins, mais il n'arrive jamais à tuer les gamins. On va en parler aussi ici. Mais j'aime beaucoup le délire. Ça reste des enfants les héros, mais le délire il reste plutôt sympa. Mais ce genre d'univers en tant qu'adulte, bah c'est quand même assez rare qu'il y en ait que j'aime vraiment vraiment bien. Bref. Mais du coup, j'ai parlé de ce qui m'a empêché plus ou moins de me lancer dans Stranger Things, mais du coup, qu'est-ce qui m'a poussé à regarder? Et du coup, ce qui m'a poussé à regarder, déjà, c'est l'arrivée de la saison 5, qui est censée, si je dis pas de conneries, elle est censée être un peu le final, à moins qu'il y ait encore une autre saison qui sort plus tard, parce que bah, ça fonctionnera bien, et qu'on sait, hein, les grands studios, tant que ça fonctionne, on fait du fric. Mais je crois, en tout cas, si je dis pas de conneries, que la saison 5 devrait être la dernière. Donc, autant s'y mettre maintenant pour connaître le grand final avec tout le monde. Et surtout, ben, il y a des acteurs et des actrices qui ont joué dans Stranger Things que j'ai découvert par la suite. Enfin, par la suite, plutôt avant, mais que eux, ils ont fait par la suite. Notamment Sadie Sink, que moi j'ai beaucoup aimé dans les films Fear Street 2, où elle joue l'héroïne et que j'ai trouvé incroyable comme actrice. Elle joue super bien et tout, elle est géniale. Et je sais qu'elle sera dans Stranger Things à partir de la saison 2, que je vais notamment commencer une fois que je finis ma vidéo, parce que j'ai très envie de continuer cette série. Donc c'est déjà. Enfin, ça vous donne déjà une idée de ce que j'ai pensé de la série, même si je vais quand même aborder des points négatifs. Bah, le fait d'avoir très envie de regarder la saison 2, bah, c'est quand même un point très fort. Donc voilà. Et notamment bah, pour découvrir ce que Sadie Sink va faire dans cette série. Parce que si j'ai adoré ce qu'elle a fait dans Fear Street, bah, je suis très curieux de voir ce qu'elle va faire ici. Et une actrice que moi je trouve incroyable, qui pour moi est sûrement l'une des meilleures actrices de ma génération, c'est Maya Hawke. Donc Maya Hawke qui elle malheureusement arrivera que à partir de la saison 3, mais qui est une actrice incroyable que j'ai découvert notamment dans la scène d'intro du premier Fear Street et par la suite dans Do Revenge où elle est absolument incroyable, sa performance d'actrice elle est incroyable. Et du coup, bah, ce sont ces deux femmes-là, notamment aussi la présence d'un mec comme Sean Astin, hein, en tant que gros gros fan du Seigneur des Anneaux. Là, vous voyez ici mon panneau là, du Mordor, voilà, que j'ai ramené d'Écosse. Voilà, bon, le Seigneur des Anneaux, c'est meilleure saga de tous les temps, bien sûr selon mes goûts. Euh, donc voilà, savoir qu'il y a l'acteur qui joue Sam dedans, forcément. Alors je sais qu'il sera pas là non plus hyper longtemps, mais ça fait plaisir de savoir qu'il sera là un petit moment. Donc voilà, c'est surtout en fait une partie du casting qui m'a donné envie de me lancer, même si c'est un peu chiant de se dire qu'il faut attendre la saison 2 pour avoir une des actrices et puis la saison 3 pour avoir l'autre que j'aime encore plus. Mais bon, bah c'est comme ça. Euh, faut être patient. Et en tout cas, la patience a marché. Voilà, ça a été le même cas pour NCS Los Angeles, où un acteur que j'adorais bah, apparaissait qu'à partir de la saison 2. Alors je crois qu'il avait un ou deux épisodes dans la saison 1 vers la fin, histoire d'être teasé, puis ensuite vraiment apparaître dans la saison 2 en tant qu'acteur principal. Un délire comme ça. Donc là, c'est un peu pareil ici. Et
plus tard, j'aurai exactement le même cas avec The Walking Dead, puisque je suis un grand fan de Lauren Cohan, qui n'est pas dans la saison 1 de The Walking Dead, mais bon, il faudra être patient et voir si c'est si bien que ça un jour. Bref, donc on se lance sur la saison 1 avec les bons points et les mauvais points. Alors il y aura quelques points que je trouve moyens, et on va en parler par la suite. Donc d'abord la fiche technique, donc c'est produit par 21 Labs Entertainment, diffusé par Netflix, réalisé et créé par Matt Duffer et Ross Duffer, et à la réalisation il y a aussi Sean Levy qui se rajoute dedans. En termes de genre, c'est de la science-fiction, donc ça, je suis totalement d'accord. Du fantastique, je suis totalement d'accord. Du drame, je suis plutôt d'accord. Et de l'horreur, je suis totalement d'accord. Même si je trouve que c'est de l'horreur quand même assez. Enfin, tu sens que c'est de l'horreur, enfin, tu sens que la série est visée pour les adolescents. Tu sens que c'est clairement ça qui est visé. Et vous verrez parmi les points que j'aborde, ça se ressent quand même pas mal. Donc là, il y a 8 épisodes. J'ai vu que les autres saisons, il y en a 9. Pour la première, il n'y en a que 8. Donc au casting, on a Winona Ryder que du coup on a parlé il n'y a pas longtemps dans Beetlejuice, et que moi je connaissais déjà de Édouard Romain d'Argent. Donc ici il joue Joyce Byers. On a David Harbour, on va en parler juste après d'un autre film qu'il a fait où je le connais, donc il joue ici Jim Hopper. Pareil pour Finn Wolfhard qui joue Michael Wheeler ou juste Mike. Millie Bobby Brown qui joue Eleven, pareil, on a déjà parlé 2 fois d'elle sur cette chaîne YouTube, notamment avec La Demoiselle et le Dragon, où je l'avais défendue parce que des gens se plaignaient qu'elle était l'héroïne d'un film. Donc voilà, le fait que Millie Bobby Brown soit une femme, ça a dérangé certaines personnes. Donc même si le film n'est pas excellent, j'avais plutôt défendu l'actrice qui était plutôt bien dedans, et c'était plutôt le scénario qui était à chier, mais bon, vous pouvez aller voir ça. Et ensuite, plus récemment, il y a eu The Electric States. Alors ça, c'est sûr que j'ai fait un TikTok en review express. Par contre, est-ce que j'ai fait une vraie vidéo dessus? Je ne sais plus. Mais en tout cas, en fouillant les reviews express, vous pouvez retomber dessus. Voilà, parce que je ne sais plus si j'ai fait une vraie review, enfin une grosse review dessus. Mais en tout cas, voilà. Millie Bobby Brown aussi, j'ai vu pas mal de choses, mais je trouve que c'est une très bonne actrice, mais quand même un peu moins fan d'elle que Sadie Sink ou Maya Hawke. Mais savoir que l'héroïne est une très bonne actrice, ça aide aussi à se lancer dans Stranger Things. Bref. On a également Charlie Heaton qui joue Jonathan Byers et Natalia Dyer qui joue Nancy Wheeler. Bien sûr, il y a plein d'autres personnages, mais il y en a tellement que on peut pas citer tout le monde. Parce que voilà, tu as tout le groupe aussi, enfin eux trois là, que j'ai pas cité. Bref, tu as aussi les parents de lui, et puis il y a qui d'autre? Enfin bref, il y a plein de personnages secondaires, il y a les méchants, merde, comment il s'appelle? Il y a Steve, que j'ai pas nommé, enfin bref, il y a plein de gens. Le synopsis de la saison 1, donc en 1983 à Hawkins, dans l'état de l'Indiana, Will Byers, un jeune garçon de 12 ans, disparaît subitement. Le chef de la police, Jim Hopper, va être amené à enquêter sur le projet controversé MKUltra au laboratoire national de Hawkins du département de l'énergie, DOE, qui semble être la cause de l'apparition de phénomènes surnaturels. Donc on commence direct. Alors la série, elle a au moins 10 ans pour la saison 1, un truc comme ça. Donc techniquement, il n'y aura pas vraiment de spoil, hein, voilà. Techniquement, je pense que la plupart des gens qui regarderont cette vidéo auront vu la série et je serai le seul con présent qui ne l'aura pas vu. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Le premier bon point, pour moi, c'est David Harbour et Finn Wolfhard comparés aux films dans lesquels ils ont joué et que moi, je les ai connus avant de regarder Stranger Things. Dans le cas David Harbour, avant de regarder Stranger Things, forcément, je l'ai connu à travers son rôle du Red Guardian dans Black Widow et dans Thunderbolts. Black Widow, je crois que je faisais pas encore de vidéo quand je l'ai vu au cinéma. Quoique, non, je sais plus, parce que Black Widow, c'était la période Covid, enfin dans ces eaux-là. Donc à voir, mais je crois pas que j'ai fait de vidéo dessus. Par contre, Thunderbolts, j'ai fait une vidéo dessus récemment, donc si vous voulez regarder, j'ai fait un. C'est même très bizarre parce que vous allez voir, dans la vidéo Thunderbolts, pour moi, le Red Guardian avec David Harbour, c'était l'un des plus gros points noirs du film. Alors qu'ici, pour moi, c'est vraiment un très bon point.
il est génial dans cette série. Et c'est vraiment deux poids, deux mesures. Parce qu'effectivement, dans son rôle de Red Guardian, je le trouve insupportable. En fait, il est juste là pour le comic relief, il est juste là pour essayer de faire rire, sauf que moi, il ne me fait pas rire. En plus, il est tout le temps en train de crier dans Thunderbolts et tout. Dans Black Widow, je m'en souviens moins, mais dans Thunderbolts, il est juste là à crier, crier, crier. Il essaye de faire rire, mais ça fait rire personne, hein. Dans ma salle de cinéma, quasiment personne n'a ri. Franchement, c'était extrêmement rare que des gens rigolaient à des blagues, et encore plus quand c'était les siennes. Et forcément, bah, ça ajoute un a priori. Je veux dire, est-ce que j'ai envie de regarder un Stranger Things avec un acteur où les seules fois où je l'ai vu, il était insupportable. Et au final, ben, dans le rôle de Hooper, il est génial. Il est vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup aimé son personnage. Voilà, le flic, voilà, qui a des méthodes un peu particulières. En plus, moi, en tant que grand fan de NCIS, on a déjà le cas quand tu vois des Gibbs, des Tennant, des Pride, des Callen, voilà, qui ont des chefs d'équipe, voilà, qui ont un peu tendance à ne pas toujours suivre voilà, les règles et tout. Là, on est un peu dans ce genre de personnage. Alors, pour moi, il n'est pas aussi intéressant qu'un Gibbs ou un truc comme ça, parce que bah, je le connais à peine, mais si son histoire est quand même assez particulière. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai trouvé qu'il était très bien, son personnage est beaucoup plus sérieux, voilà, beaucoup plus sombre, avec l'histoire de sa fille et tout. Bref, personnellement, j'aime beaucoup euh, le personnage de Darbour ici, contrairement à son personnage dans l'univers Marvel. Et c'est pareil avec Finn Wolfhard, qui joue notamment Richie dans les films Ça, donc surtout dans le 1, parce que dans le 2, c'est au moment des petits flashbacks où on le voit, mais je le trouvais insupportable. C'est le personnage que je déteste le plus de Ça, parce que vraiment, c'est le mec, quasiment les trois quarts de ses répliques, c'est juste ouais, je vais baiser ta mère, va baiser ta mère, va baiser ta mère. Enfin, bon, je sais pas s'il parle que des mères, mais bref, c'est le gros pervers de service et tout. Enfin, et quand j'ai vu la série là, je me suis dit, mais what the fuck? Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Genre, le mec ici, il est hyper intéressant, tu vois, c'est un peu le. Je vais pas dire que c'est un peu comme Frodon, mais tu vois, il a un peu ce personnage un peu innocent, qui va vivre certaines aventures, qui vont un peu le durcir, qui. Voilà, c'est. Moi, je le trouve génial dans cette série. Et pourquoi d'un coup on l'a foutu en personnage qui veut tout baiser, quoi? Je comprends pas. Euh, et quand je dis qu'il veut tout baiser, c'est juste en termes d'insultes, hein, c'est pas en termes de ce qu'il veut réellement faire. Parce que bon, bah, ça reste un gamin. Le premier ça est sorti un an ou deux après la série, enfin la saison 1. Donc voilà. Et pareil, j'ai découvert que c'était lui le grand frère dans les derniers SOS Fantômes. Alors, il y en a un des deux que j'ai pas vu, donc moi je me base que sur l'ère de glace, là où je sais pas quoi, où il est totalement effacé. C'est juste le grand frère qui sert à rien parce que le scénario ne s'intéresse que à la petite sœur. Et je me dis, ok. Donc, tu as le héros d'une saga qui fonctionne, enfin, un des héros d'une saga qui fonctionne super bien et tu décides d'en faire juste un personnage dont tout le monde s'en bat les couilles parce que bah, le scénario s'en bat les couilles aussi. Et que ben voilà, pourtant j'aime beaucoup ça. Et j'avais même pas remarqué que c'était lui dans Ghostbusters. C'est une dinguerie quoi. Euh, mais voilà, donc tout ça pour dire que ces deux acteurs, je les ai détestés dans leurs autres rôles au cinéma en tout cas, alors qu'ici, ben d'un coup je les ai découverts dans des trucs où je me dis mais pourquoi ils leur ont fait ça au cinéma? Genre, ils sont incroyables dans cette série-là, en termes d'acting, en termes de personnages, beaucoup plus sombres, beaucoup plus sérieux, et puis d'un coup, on les a pris pour faire totalement l'opposé, totalement du n'importe quoi. Et, et voilà, je comprends pas. Ils sont excellents dans le registre qu'il y a là dans Stranger Things, du moins pour la saison 1. Et ouais, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec. Bref. Autre bon point, c'est l'ambiance de la série. Parce que, alors, je prends que la saison 1, encore une fois, comme exemple, puisque j'ai pas encore vu la suite. J'ai vu quelques épisodes, notamment de la saison 4, si je dis pas de conneries, quand j'allais en week-end chez ma mère et puis qu'elle regardait la série. Alors, j'écoutais pas plus que ça, mais bon, j'ai déjà vu des petits trucs.
Bref. Mais du coup, en termes d'ambiance dans la série, moi je la trouve plutôt sympa. Je veux dire, on est dans une série qui est quand même assez sombre, même si les héros sont des enfants, on est quand même dans un délire assez sombre. Quand on voit le passé, notamment d'Eleven et tout ça, bah, ça reste assez sombre et tout. Et ça, j'aime bien. Je veux dire, voilà, on sent quand même que c'est un truc pour ados, mais on essaye quand même de rester dans un univers sombre. Voilà, c'est pas Minecraft, quoi. Voilà, c'est pas, voilà, on fait un truc pour les enfants, donc on les prend pour des débiles, et puis, ben voilà, on fait un truc juste de l'humour et machin. Et je prends l'exemple de Minecraft, mais la plupart des trucs pour enfants actuellement, on prend les enfants pour des débiles et c'est extrêmement chiant, à part quelques exceptions comme le robot sauvage, comme Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, et quelques films comme ça, le Chapeauté 2 notamment. Mais il faut quand même avouer que la plupart des choses pour enfants, ça les prend pour des débiles. Et les trucs pour ados, en général, c'est jamais non plus les trucs les mieux écrits. Ensuite, regardez Riverdale. Oh, je supporte pas Riverdale. Pareil, ma mère, elle regarde ça. Des fois, quand je vais en week-end chez elle et puis qu'elle est dans sa période Riverdale, oh, mais l'écriture, elle est tellement à chier. Je sais pas comment elle fait. Et je suis désolé s'il y a des fans de Riverdale, hein, mais je peux pas. Pourtant, il y a un de mes tueurs de films d'horreur préférés, hein, quand même l'acteur qui jouait le premier Ghostface, mais non, cette série, je peux pas. Vraiment, j'ai l'impression que des fois, on prend vraiment les enfants et les ados pour des cons. Là, tu sens qu'on les respecte. On promet une ambiance sombre avec des créatures et tout. Et ben, on a ce qu'on demande, en fait. On est même limite dans la même écriture qu'un alien ou ce genre de film. Donc c'est très très cool. Autre bon point, c'est que les ados sont utiles comparés aux films pour ados. C'est-à-dire que dans la plupart des films ou des séries pour ados, bah en fait c'est les ados qui font tout et les adultes, bah limite, ils servent à rien. Et par exemple, il y a ça qui est parfait exemple de ça, de ce que je viens de dire. Parce que dans ça, Gripsou attaque que les enfants. Alors forcément, l'histoire, le scénario te justifie que bon, Gripsou peut s'en prendre qu'aux enfants, donc bah, forcément, on suit des enfants et les adultes, comme eux, ils voient rien. Bah, globalement, ils servent à rien. Et moi, j'ai un peu de mal avec ces films-là, surtout dans le cas de ça, chapitre 2, où ben, d'un coup, ça peut s'attaquer aux adultes. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont survécu à lui? Voilà, t'as pas vraiment d'explication, mais d'un coup il peut s'en prendre aux adultes, et bah, du coup ça casse la règle de base du premier film. Et moi j'ai beaucoup de mal avec ça, chapitre 2. Alors le film en lui-même, j'aime bien, il est sympa. En plus on a un casting qui est plutôt pas mal. Mais bah, la règle est totalement con, enfin elle est totalement brisée, du coup ça fait plus vraiment de cohérence, et voilà. Et du coup, bah, j'aime beaucoup moi. Mais voilà, dans l'idée, bah ouais, quand on fait un programme pour enfants, pour adultes, bah, c'est les enfants et les adultes qui font tout, et les adultes, enfin les enfants et les ados qui font tout, les adultes sont souvent à côté de la plaque, ou ils veulent pas les croire, donc forcément bah, ils font rien, ou machin, et c'est très très chiant. Au moins ici, on a beau être pour une série qui à la base, tu le sens à l'écriture que c'est fait pour les ados, et ben on met quand même les adultes en avant, notamment avec Joyce, avec Hooper. Voilà, c'est même les deux adultes les plus importants de la série. Et ça reste cool à suivre. En fait, dans la série, t'en as pour tout le monde. C'est-à-dire que si t'es très jeune, eh ben, tu peux t'attacher aux enfants, à Mike et ses potes, et Eleven. Si t'es un peu plus âgé comme moi, eh ben, tu peux facilement t'attacher à Jonathan, à Nancy et aux personnages de cet âge-là. Euh, et si tu es adulte, encore un peu plus vieux, bah, tu peux t'attacher à Joyce, à Hopper, surtout si tu as eu des enfants, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai envie de dire ils ont été suffisamment intelligents pour mettre enfin, des personnages de différents âges, et ce qui fait que bah, du coup, bah, tu peux regarder ça entre grand frère, petit frère, ou grande sœur, petite sœur, ou grande sœur, petit frère, inversement, enfin bref. On peut faire toutes les combinaisons possibles, et tu peux aussi regarder ça entre parents-enfants ou parents-adolescents, enfin bref. Il y a moyen de faire toutes les combinaisons possibles, parce que bah, le panel de personnages fait que ben, tu peux t'identifier à n'importe lequel d'entre eux. Et ça, c'est très très cool.
Voilà. Et en plus, bah, les adultes, ils sont pas idiots. Voilà, c'est pas juste oh je ferme les yeux et machin. Non. Et d'ailleurs, c'est le cas de Joyce qui est un peu dans ce cadre hein, du personnage qui voit les choses mais que personne ne croit jusqu'à ce que bah, les gens se rendent compte qu'elle a raison. Et vraiment, t'as l'impression qu'elle est à la place des enfants dans les films pour enfants, hein, quoi, où personne ne veut jamais les croire et du coup ils sont obligés de faire les choses eux-mêmes. Et voilà, donc ça je trouve que c'est plutôt bon d'avoir fait ça. Autre très bon point pour moi, c'est Natalia Dyer et Charlie Heaton, qui sont des très très bonnes découvertes. Pour moi, c'est même les deux personnages que j'ai préférés dans cette saison, avec le personnage de Jonathan, qui est un peu ce personnage un peu rat, enfin qui de toute façon qui vient d'une famille très pauvre, et qui apparaît comme l'enfant raté, tu vois, qui va pas à l'école, qui paraît un peu bizarre là quand il découvre qu'il a pris Nancy en photo et tout. Enfin bref, j'aime beaucoup son personnage, puis que finalement va un peu se révéler au cours de cette saison, bah, du coup avec le drame autour de la disparition de son frère, et puis autour de l'évolution de sa relation avec Nancy, que j'aime beaucoup. Et même Nancy, tu vois, qui est un peu la fille un peu bourgeoise, on sait pas trop ce que font ses parents, mais tu vois leur baraque, elle est gigantesque, voilà, tu sens que c'est une famille qui a les moyens, même elle le dit, avant de tomber sur le démon Gorgon, bah, la seule chose auquel elle pensait, c'était à comment j'allais m'habiller pour mon copain, quoi, tu vois, c'était la fille un peu superficielle, voilà, d'une bonne famille, et puis c'est tout. Et puis, bah, tu vois, tu as cette fille-là qui, petit à petit, évolue, voilà, jusqu'à porter des guns pour tuer des monstres, et du coup, bah, qui évolue jusqu'à une sorte de femme un peu badass, mais quand même avec un peu sa fragilité de femme et tout. Et j'adore, franchement, ces deux personnages-là, ils sont géniaux. Et moi, c'est vraiment les deux persos que j'ai adoré suivre dans la série. Surtout qu'en plus, le personnage de Nancy reprend un peu l'archétype de merde, comment elle s'appelle j'ai le nom de l'actrice, mais plus du personnage, de Annie Edison dans Community. Un peu de cette fille qu'on voit comme un peu fragile, mignonne et tout, mais qui au final, par moments, se révèle comme une fille un peu plus badass, un peu plus forte et tout ça. Et en plus, elles ont des physiques assez proches. Si vous connaissez pas Alison Brie, allez regarder sur internet une photo d'elle. Et vous allez voir que c'est un peu le même style, vous savez, le visage assez fin, avec des gros yeux bleus qui ressortent. Et moi je trouve que ces femmes-là, elles sont magnifiques. Et du coup, quand il y a Nancy à l'écran, je ne vois quasiment qu'elle. Franchement, j'aime beaucoup, parce que bah, justement, elle a, son personnage a un peu le même archétype qu'Alison Brie dans Community, qui était sorti 5-6 ans plus tôt. Bref, enfin du moins pour la saison 1, bien entendu. Donc voilà. Autre bon point, c'est l'aspect geek. Moi, je suis un gros geek, donc forcément tout l'aspect geek de la série, bah, je l'aime beaucoup. On a beaucoup de références au Seigneur des Anneaux, notamment avec Mirkwood, le magicien, tout ça. Donc ça j'aime bien. Bon, Donjons et Dragons, moi j'ai jamais trop connu l'univers, enfin j'ai vu les films de mon époque, parce que celui des années 2020 je l'ai trouvé plutôt nul, mais c'est encore une fois c'est que mon avis personnel. Mais voilà, donc Donjon Dragon, moi les films de l'époque, même s'ils n'étaient pas non plus excellents, moi je les aimais beaucoup. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il doit y avoir d'autres références, mais je pense que je les ai pas toutes captées. Il y avait une référence à Evil Dead aussi, quand le père de Jonathan il arrive chez eux, puis qui lui dit mais vas-y enlève cette affiche, c'est indécent, parce que bah il pense que Will est mort. Et du coup, tu as l'affiche d'Evil Dead qui effectivement. Alors, moi, j'ai pas connu les Evil Dead des années 80, moi, j'ai connu ceux avec Jane Levy. Je crois que c'est, je suis bien ça le nom de l'actrice si je me trompe pas, qui est plutôt cool. Ouais, avec la cabane dans les bois, puis les démons et tout, qui est plutôt sympa. Donc voilà, donc tout l'aspect geek, j'ai trouvé ça bien. En plus, comme ce sont des geeks qui se font harceler, sont tabassés par les brutes de l'école, et ça, j'ai trouvé ça très bien aussi. On est dans les années 80, mais moi, bah, j'ai grandi, encore une fois, voilà, je suis né en 95. Voilà, donc d'ailleurs, au moment où vous verrez la vidéo, bah, entre deux, j'aurais pris 30 ans. Voilà, quand je l'enregistre, j'en ai 29, mais quand elle sortira, j'en aurai 30. Voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, je suis né en 95, donc j'ai grandi fin des années 90, début 2000, et ben c'était exactement pareil en fait ce que eux ils vivent.
En fait, moi, j'ai vécu ça aussi quand j'étais enfant. C'est-à-dire que j'allais à l'école, bah oui, j'adorais les trucs de geek, voilà, je regardais Détective Conan, je jouais, enfin, j'aimais déjà Spider-Man et toutes ces conneries-là. Et quand j'étais à la cour de récré, eh ben forcément, avec mes copains qui étaient geeks aussi, ben, on prenait des bâtons, on s'amusait, voilà, on s'imaginait être des personnages, et puis on se faisait des scénarios et tout. Et du coup, bah, pour ceux qui jouent au foot à côté, qui était très populaire, ben on était des merdes en fait, hein. Voilà, ça m'est déjà arrivé à l'époque voilà, je me faisais insulter, je me faisais harceler, je me faisais taper, enfin voilà. Et, euh, et tout ça parce que bah, j'étais un geek. Après, est-ce que ma couleur de peau comptait? Peut-être, hein, parce que voilà, j'ai toujours été métisse. Peut-être qu'aussi ça aussi ça rentrait en compte, mais je pense que le côté geek rentrait beaucoup plus en compte, hein, parce que bah, mes potes qui étaient aussi blancs, bah, eux aussi ils prenaient aussi cher que moi. Donc je pense que c'était plus le côté geek qui comptait. Donc je trouve ça bien d'avoir cette réalité-là du oui, quand on est entre geeks, bah, c'est cool d'être dans cet univers, mais bah, pour le monde extérieur, à l'époque, ben, t'étais bizarre, quoi, t'étais une merde. Donc, bah, tu te faisais harceler, tu pouvais te faire frapper, tu pouvais te faire voler des trucs, enfin bref. Même si ici ça va quand même très loin, comme le jeune là qui est là en mode ouais, je vais lui arracher ses dents, un machin, si tu sautes pas de la falaise, bon, bien sûr, ça n'allait pas à ce point-là. Hein, là, on est quand même dans un truc qui va beaucoup plus loin parce que bah, c'est de la fiction. Mais voilà, le cas du harcèlement envers les geeks, c'était déjà le cas à mon époque. Ça ne m'étonne pas que c'était le cas bien avant. Et puis bah, petit à petit, c'est devenu populaire. Je sais pas trop comment c'est devenu populaire, mais petit à petit, à force de faire des films, des séries, des trucs sur l'univers geek, c'est devenu populaire. Les jeunes générations, hein, bien sûr, eux ne connaîtront pas ce que nous on a vécu, je ne pense pas. Et heureusement pour eux. J'ai envie de dire, nous on a souffert pour eux, donc s'ils peuvent ne pas connaître ce que nous on a vécu, c'est très bien. Bref. Ensuite, prendre le temps avant de montrer le Démogorgon, pareil, je trouve que c'était un très bon point. C'est pour ça que je faisais référence à Alien, pas forcément dans le scénario du film, mais dans le sens de ce qu'on m'a raconté, parce que je n'ai pas eu le premier Alien, mais en fait, parce que j'ai parlé du film Death of Unicorn avec ma supérieure qui a fait des études de ciné, quand je lui racontais le fait que justement les licornes on les montrait pas beaucoup, on montrait des petites parties, machin, jusqu'à ce qu'on les montre en entière vers les trois quarts fin du film, et ben justement elle me disait oh tiens ça fait comme dans Alien, donc c'est pour ça que je prenais l'exemple d'Alien, où le monstre bah forcément on le montre un petit peu moins, et puis bah, jusqu'à ce qu'il soit montré en entier, et puis bah voilà. Et Démon Gorgon, c'est ce qu'ils ont fait. On met beaucoup de temps avant d'en montrer quelques aspects, très vite fait et tout. Et ensuite, on le montre vraiment en entier vers peut-être les deux trois derniers épisodes. Voilà. Donc on prend vraiment le temps. Alors c'est vrai que pour moi, c'était un petit peu long à ce qu'il apparaisse parce que bah, je connais la gueule des démons Gorgon, tout ça. Pareil, Vecna, tout ça, je connais la gueule qu'il a. Bref. Donc il y a un côté où comme je connais déjà des petits trucs et que je sais à quoi ressemble le démon Gorgon, il y avait un petit côté où je trouvais que c'était long, mais en même temps, quand je me place à côté de quelqu'un qui découvre la série au moment où elle est sortie, bah, je me dis, bah ouais, t'es clairement comme si t'étais dans un film voilà, dans un film d'horreur à l'ancienne, où on prend le temps de montrer la créature, enfin de montrer des petits aspects, des petits trucs, de la découvrir à travers la description des gens qui l'ont vue, mais que toi tu ne la vois pas encore, donc ça donne envie de la voir et tout. Donc je me mets aussi à la place de ces gens-là, et je trouve que c'est une excellente idée. Autre bon point, les flashbacks qui sont très bien placés et c'est très bien de voir Stranger Things pendant la diffusion de The Last of Us Partie 2 parce que bah, The Last of Us Partie 2, enfin du moins la série télé, n'a pas compris l'importance des placements des flashbacks dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que les flashbacks sont placés de manière très intelligente pour appuyer un propos qu'il y a eu juste avant dans le jeu ou qui arrivera après. Là où la série télé s'est juste dit, bon, on va faire un épisode où on compile tous les flashbacks et on n'a rien à foutre de l'importance qu'elles sont censées avoir au moment où elles étaient placées dans le jeu. Et ici, eh ben, on montre que bah voilà, il y a quand même encore des séries où les flashbacks sont très bien utilisés. Donc voilà, par exemple celui-ci, elle regarde la télé, elle voit une pub pour Coca-Cola, boum, t'as un flashback où on montre
une utilisation de ses pouvoirs avec une canette de Coca-Cola. Et du coup, il y a plein de parallèles qui petit à petit se font comme ça pendant toute la saison. Et moi, j'ai adoré ça. Parce que bah, quand tu as une série qui respecte pas ton jeu, où les flashbacks sont importants, et que là, tu vois une série qui sait bien manier les flashbacks, du moins encore une fois la saison, et ben ça fait du bien. Voilà. On va commencer à passer sur les points où il y a du bon et du moins bon en même temps. C'est le triangle amoureux entre Nancy, Steve et Jonathan. Moi j'ai beaucoup aimé ce triangle amoureux où voilà, on a la fille un peu au cœur pur, voilà, qui qui est amoureuse un peu du bad boy, mais qui en même temps, voilà, bah, a de la peine, a de comment dire, de l'empathie pour le mec un peu bizarre pour l'école et tout, et qui du coup, bah, à force d'aventure, va finir par le comprendre, à devenir proche de lui, voilà, et du coup, il y a une sorte de triangle amoureux qui s'installe et qui est plutôt cool. Mais il y a des petites choses qui m'ont déçu, et c'est la rédemption de Steve. Je sais que Steve, tout le long de la saison, quasiment, c'est un connard. Et moi, j'aimais beaucoup le fait que ce soit un connard. Parce que bah, du coup, t'avais un personnage à détester. Et ça, c'était bien. Parce que, bah, en fait, dans la série, quasiment tout le monde est plutôt cool à suivre. Donc là, le fait d'avoir un mec qui est un vrai connard, en plus, comme moi, j'aime beaucoup Jonathan et Nancy, lui, il leur fait la misère, enfin, il fait surtout la misère à Jonathan, et au bout d'un moment, il fait aussi la misère à Nancy. Du coup, je trouvais ça trop cool, parce que je me disais, waouh, t'as le perso que tu vas détester, un peu comme Murphy dans The Undead, un peu comme euh, T-Bag dans Prison Break. Tu vois, c'est ces personnages qui sont des vrais enfoirés. Bon, Steve est quand même relativement gentil à côté de ces persos-là, hein, mais en même temps, c'est pas les mêmes mondes. Mais voilà, tu dis, c'est bien, t'as ton connard, tu vas détester, tu vas adorer plutôt le détester pendant la série, et finalement, un peu nulle part, bah voilà, il nous fait une rédemption, où il prend de lui-même l'initiative d'effacer les tags que ses potes ils ont fait en traitant globalement Nancy de traîner et tout ça. Euh, voilà, il vient pour tenter de s'excuser. Bon, forcément, il se retrouve du coup dans cette situation tous les trois face au démon Gorgon et tout. Et à la fin de la série saison, on découvre que bon, bah, voilà, Nancy est retournée à ses côtés et que on se doute qu'ensemble ils ont racheté l'appareil photo qu'il avait lui-même cassé plus tôt. Ce qui fait qu'il y a un côté où c'est plutôt logique, même si ça sort un peu de nulle part. Je veux dire, le développement est cool, mais en fait c'est le déclic où il se dit j'ai merdé, ou en fait tu le comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait le mec il se bat avec Jonathan parce que bah, les deux sont acquis sur Nancy, dont un qui sort avec elle. Voilà, ils se cassent la gueule tous les deux, bon surtout sur Steve qui prend cher. Euh, et, et d'un coup, bah, voilà, il a le déclic en mode ah j'ai merdé, machin. Et je trouve que c'est un petit peu mal foutu. Alors oui, t'as ses potes qui sont là en train de trash talk Nancy à côté de lui, mais est-ce que c'est suffisant? Ah, je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a pas convaincu comme argument suffisant pour qu'il ait cet arc de rédemption. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop facile, surtout que bah, depuis le début de la série, quand même, les mecs sont pas si cool que ça avec Nancy. Donc pourquoi est-ce qu'il a attendu ce moment-là pour le comprendre? Enfin, voilà. Moi, ça m'a paru un peu moyen. Mais voilà, sa rédemption est quand même cool. Mais du coup, je trouve ça dommage que bah, il n'y a plus ce personnage qu'on adore détester. Donc à voir avec la prochaine saison comment ça va être. Autre point moyen, c'est la CGI. Parce que la CGI, en fait, elle est bonne sur le démon Gorgon. Je trouve qu'il est plutôt bien fait visuellement. Avec les pouvoirs d'Eleven, comme c'est de la enfin, surtout la télékinésie qui est très visible, bah, je trouve que ça fonctionne bien. Mais par contre, sur le passage entre les deux mondes, c'est dégueulasse. Là, vous savez, ce sort de passage, là où tu as des sortes de filaments blancs, là, ou je sais pas quoi, là, qui se renferment et tout. Bah là, quand les gens ils passent leurs mains, tu vois que c'est pas du tout bien incrusté.
Et ouais, c'est dommage. En fait, c'est dommage parce que tu sens qu'ils ont mis tout le budget CGI sur Démon Gorgon et que, ou sur les effets spéciaux comme les cascades et tout, mais que passer entre les deux mondes, ils se sont dit, bon, c'est un tout petit truc, c'est pas très grave. Sauf qu'en fait, ça se voit, c'est dégueulasse, c'est pas bien fait et c'est très dommage. Mais bon, après, c'est qu'un tout petit détail. Autre mauvais point, les méchants, voilà, j'ai mis, sont plutôt charismatiques, j'ai mis surtout Papa, parce que je n'avais aucune idée de quel était son nom. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas trop leur motivation. Alors oui, leur motivation dans la série, c'est de retrouver, enfin dans la saison, c'est de retrouver Eleven, mais tu comprends pas spécialement pourquoi. Alors on voit tout le background de Eleven à travers les flashbacks sur comment elle a développé ses pouvoirs à cause de son père, de quand elle était punie si elle voulait pas faire ce qu'on lui disait et machin et tout. Mais à part retrouver Eleven, ben on comprend pas leur motivation. Surtout que ben, un coup ben, on tue machin, un coup on le tue pas, un coup on est là avec nos flingues mais on s'en sert pas, enfin bref, il y a des trucs qui vont pas. Parce que comme on le voit au tout début, ils butent Benny pour essayer de récupérer Eleven, mais quand c'est le shérif, alors qu'ils arrivent à falsifier absolument tout dans la ville, du médical à d'autres éléments, par contre le flic, bon, ils osent pas faire quelque chose. Et tu sais qu'ils le font pas parce que c'est le personnage, un des personnages principaux. Parce que sinon, ils n'auraient pas hésité à le buter. Et ça se ressent énormément. Et c'est très dommage. Parce que quand même, le mec, il rentre plein de fois dans leur QG, il tabasse des gens dedans, et à chaque fois, c'est juste, allez hop, on met une petite seringue, hop, on va juste surveiller au loin. Alors que le shérif, il ne sait encore rien de ce qui se passe là-bas. Il ne sait encore rien de Eleven, il ne sait absolument rien. Donc en fait, ils auraient pu le buter, que ça n'aurait rien changé. Le mettre sur écoute, en plus le gars, bah, comme il est flic, il se doute bien que ça a dû arriver, donc il découvre tout de suite les micros, donc ils n'ont aucun moyen d'avance. Donc voilà. Ça, c'est plutôt moyen, et surtout leur motivation. Ok, on veut retrouver Eleven, mais pourquoi? Pourquoi faire avec elle? Trouver vraiment un vrai truc. Parce que ben là, en fait, t'as juste des méchants pour trouver la gamine. Sauf que ben, ces méchants-là, ils sont plutôt moyens, quoi. Parce que c'est, comme je disais, c'est un con est menaçant, mais en fait, ils sont toujours menaçants, mais ils sont jamais dangereux. Ok, ils sont dangereux dans la scène avec Benny au tout début dans le resto, mais par la suite, ils ne sont jamais dangereux. C'est je te mets un coup de seringue puis je te renvoie chez toi. C'est voilà, on t'interroge et puis on te renvoie chez toi parce qu'on passe un accord. Et puis, enfin, voilà, ils sont jamais réellement dangereux, mais avec les enfants, ils sont toujours avec leurs flingues et tout, mais ils ne font jamais rien de dangereux. Et c'est très dommage parce que bah, petit à petit, bah, ils perdent un peu en crédibilité en termes de dangerosité pour les passages principaux. Autre point moyen, c'est que tout ce qui est uniquement de la théorie s'avère finalement vrai pour les personnages. C'est-à-dire que est-ce que ça c'est professeur geek, ce qui fait qu'en gros, dès qu'ils ont besoin d'un truc, comme par exemple demander comment est-ce qu'on pourrait passer d'un monde à l'autre, le prof geek il leur explique une théorie qui existe sur les mondes parallèles, et comme par hasard, ben c'est la bonne théorie pour la série. Pareil avec le comportement du Démogorgon. Nancy, elle lit des bouquins sur les animaux, donc voilà, oui, t'as tels animaux comme le lion, machin, ça traque plutôt la nuit. Le Démogorgon, il traque la nuit. Oui, les requins, ils peuvent sniffer du sang à un certain nombre de centaines de mètres. Et comme par hasard, le Démogorgon, c'est exactement pareil. En fait, j'ai trouvé ça dommage parce que, en fait, c'est pas on analyse le monde et on comprend ce monde-là, c'est non, on fait des théories, enfin on a des théories, et en fait on se rend compte en fait, qu'elles sont vraies, et puis bah tu te rends compte qu'une fois que tu as été enfin tu as été pratiquer le monde. Et moi je trouve ça dommage que tu n'aies pas d'aspect découverte. Tu vois, qu'il n'y a pas par exemple des théories qui sont fausses ou non. C'est vraiment on fait, il y a telle théorie qui existe, il y a telle théorie qui existe, voilà. Et en fait, bah, tout est réel. Il n'y a pas de test ou de choses qui peuvent être fausses ou quoi que ce soit. Non, tout est directement bon. Voilà, pareil, quand il faut faire la cuve et tout, bah, le gars est théoriquement faire ça, 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 ça. Hop, ils le font, hop, ça marche. Et pareil avec le sel, voilà, faut tant de quantité de sel, t'as tout le monde qui est en mode, mais
comment on va trouver autant de quantité? Et puis, ben, pareil, on t'explique pas forcément. T'as Hooper qui arrive, hop là, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Tu sais pas trop d'où ça sort. Alors que tout le monde a l'air d'être en mode, mais c'est quasiment impossible de trouver autant de sel. Bon, ouais, il y a des petits détails. Moi, ça m'a un petit peu dérangé. Encore une fois, comme dit, c'est fait pour les ados, donc ça se complexifie pas trop. Après, la série n'a pas besoin d'être trop complexe non plus, mais je trouve ça dommage quand même que, voilà, que tout ce qui est juste de la théorie finalement est vrai sans forcément être testé, quoi. C'est bon, bah voilà, le gars il a dit ça, donc la série confirme que c'est ça. Tu sais, voilà, il n'y a pas de contradiction ou quoi que ce soit, je trouvais ça un peu con. On va passer au mauvais point. Moi, Lucas, j'ai détesté ce personnage dans cette saison. En fait, c'est typiquement le genre de personnage qui me saoule dans les séries télé. Un peu moins dans les films, parce que dans les films c'est plus compliqué voilà, d'avoir cet archétype de personnage. Mais vous savez, toujours ce personnage qui est pardon, en contradiction, qui ne comprend pas le héros, l'héroïne, mais qui finalement va être sauvé par ce héros, cette héroïne, et qui va être en mode ah finalement je t'adore. Je déteste ce genre de personnage parce qu'en fait ils sont juste fermés sur eux-mêmes. Ils ne s'ouvrent pas aux autres, ils ne cherchent pas à réfléchir à ce qui se passe ou quoi que ce soit. Et au final, ils sont casse-couilles. Genre Lucas, tout le long de la série, c'est juste ah, je t'aime pas, t'es une traîtresse, t'es nanana, machin et tout. Voilà, ils se disputent avec Mike pour ça. Ils se bagarrent même avec Mike pour ça. Voilà, et au final, il se fait sauver une fois, et d'un coup, c'est ah, t'es trop cool, Eleven. Et ouais, non, ça m'a saoulé. Mais voilà, sauf que je l'ai pas saoulé parce que le personnage est censé être détestable comme Steve, mais je l'ai détesté parce que ben, c'est un archétype de personnage que je n'aime pas. Voilà, après voir comment il sera développé par la suite, mais cet archétype de perso, je déteste. Le doublage, donc là c'est pas un problème de la série, mais du doublage qui ne fait pas sens. On a eu le cas par exemple récemment avec The Last of Us saison 2, où quand Ellie et Dina arrivent à Seattle, elles voient un panneau en mode bon bah Seattle c'est à tant de miles, sauf que bah, le doublage a décidé de traduire les miles en kilomètres, ce qui fait que bah, du coup ce ne sont plus les mêmes chiffres, et du coup ça fait pas sens. Je sais pas, quand tu c'est marqué 50 miles et que en français la personne te dit bon bah on arrive dans 30 kilomètres, tu dis hein. Hein? Oula, attends, c'était pas le même chiffre qui était sur le panneau. Enfin, voilà. Et là, c'est un peu le même cas avec Joyce quand elle communique avec Will qui est de l'autre côté, qui du coup elle place les guirlandes de manière à ce que à chaque fois tu as une guirlande au niveau d'une lettre et que bah, du coup ils puissent faire des mots un peu comme avec une table de Ouija. Et du coup, c'était ridicule dans le sens où à chaque fois qu'une lettre s'illuminait et que Joyce prononçait la lettre, et ben en français elle ne prononçait jamais la lettre qui apparaissait à l'écran. Par exemple, si c'était le R était en mode oh G, et, enfin, ou J, parce que je pense qu'il y avait plus un J qu'un G dans ce qu'elle disait. Par exemple, quand c'était le I qui était montré, ben, elle disait U, ou l'inverse, enfin bref. Et, et du coup, tu n'avais aucune lettre qui était montrée, qui était prononcée par le personnage. Et c'était trop nul. Mais en même temps, c'est à double tranchant, parce que bah, d'un coup, elle aurait pas pu prononcer d'un coup les lettres en anglais, ça aurait pas fait de sens non plus. Perso qui parle en français, bah, pourquoi il prononcerait les lettres en anglais? Donc je comprends la complexité, là c'est beaucoup plus compliqué que The Last of Us, qui, voilà, The Last of Us, au lieu de traduire totalement les miles et la distance que ça donnerait en kilomètres, ils auraient pu juste, voilà, balancer le même chiffre et dire en kilomètres pour les Français, et puis bon, personne n'aurait été sur internet de vérifier, ouah, est-ce que les miles et les kilomètres c'est vraiment la même distance? Genre, on s'en fout. Mais là, je veux dire, en termes de cohérence, ouais, c'est pas foufou, quoi. Et quand t'es là, que la meuf est en mode oh, G, alors qu'on te montre un R, bon, au bout d'un moment, tu dis ouais. Mais en même temps, voilà, dans tous les cas, ça aurait pas été incroyable, mais là, c'était vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est pas non plus méga mauvais, hein, mais pour la scène, tu dis, c'est compliqué de rentrer dedans. Quand tu la regardes en VO, à mon avis, c'est génial, mais quand tu la regardes en VF, bah ouais, c'est pas terrible. Mais bon,
il y a souvent ce problème-là avec ce genre de scène dans, par rapport au doublage. Autre mauvais point pour moi, c'est les parents de Mike qui se rendent pas compte pendant presque une semaine qu'ils ont une personne qui vit dans leur sous-sol. Donc effectivement, on pourrait argumenter que oui, la journée, les parents ils sont au travail ou quoi que ce soit, sauf que bah, en général, en début de soirée et tout le soir et la nuit, bah, ils sont là. Et à chaque fois, genre t'as Mike qui est dans le sous-sol qui parle normalement avec, euh, avec Eleven. Alors oui, elle parle pas beaucoup, elle dit que deux trois mots comme ça. Alors ça c'est un peu bizarre. Je veux dire, elle a quand même été entourée de gens qui parlent correctement. Je sais pas trop pourquoi elle ne parle pas normalement, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Mais bon, tu te dis, genre les parents, à aucun moment ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui est dans le sous-sol, ou même quand les enfants ils sont pas là, genre je veux dire, quel parent ne va pas, même si c'est qu'une pièce dans le sous-sol pour s'amuser à Donjons et Dragons, genre quel parent ne va pas vérifier que l'endroit est propre pour, je sais pas, pour prendre du linge ou des choses comme ça pour le laver, enfin je sais pas, et qui se rend compte qu'il y a une cachette, enfin je veux dire, c'est pas, enfin, je veux dire, pour moi c'est pas crédible qu'une personne puisse vivre une semaine dans le sous-sol de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Alors oui, vous me direz, il y a des histoires vraies où des gens sont planqués, vivent planqués dans les greniers des gens, sauf que bah, ton grenier, tu n'y vas pas tout le temps. Là, c'est pas une cave non plus, c'est vraiment un espace de vie des enfants. Donc tu te doutes bien que des enfants, ça laisse toujours tout en bordel, machin, c'est pas les plus, c'est pas les as du rangement, quoi, de la propreté. Donc te dire bon bah la mère qui se dit bon bah allez parce que bon bah le père il sert à rien dans la série, hein. C'est vraiment le père absent quoi, il est là mais il est pas là. Mais bon tu dis quoi vraiment la mère à aucun moment elle se dit bon bah les gamins ils vivent dans la crasse et puis bah je les laisse comme ça. Enfin je sais pas, moi ça me paraît bizarre, mais en même temps bah faut bien qu'il ait un endroit safe où aller, donc faut pas non plus que les parents soient trop trop regardants sur ce qui se passe dans leur maison. Voilà. Pour ça, je dis que bah, des fois, on a des aspects d'écriture d'adolescents, enfin de trucs pour ados, parce que là, ça fait clairement truc pour ados, ce genre de point, quoi. Autre mauvais point, et je pense que ça va quasiment être la fin, c'est que bah, voilà, Netflix ou produit du Netflix, avec notamment ce genre de scène, donc comme celle-ci, où par exemple Jonathan, qui a fait du tir quand il était enfant, bon certes, c'est pas de manière agréable, et son père l'a obligé à apprendre à faire du tir, qui essaie de tirer dans les canettes, qui n'en touche aucune, alors qu'il a quand même eu l'expérience. Nancy, elle arrive en mode oh, moi j'en ai jamais fait, elle prend le truc et paf, elle dégomme la canette. Bon, alors ça, c'est le genre de truc qui me saoule. Voilà, parce que tu sens que c'est juste le truc en mode hey, regardez la meuf, comment elle est trop forte. Euh, Sauf que moi, ça me plaît pas. En plus, c'est très con parce que tout le reste de la série, Nancy, elle a vraiment un très beau développement de personnage, comme je disais, la petite bourge un peu naïve, un peu superficielle, à la meuf, voilà, qui vit des aventures contre des monstres, qui devient limite un peu badass dans certaines scènes. Euh, voilà, au milieu, tu fous ça, je trouve que ça dénature un peu le truc. Voilà. On a bon, le cas classique qui fait qu'on est dans une série pour pré-ado, c'est que Will survit, mais pas Barbara. Donc l'enfant survit, mais pas l'adolescente, alors que les deux ont dû survivre dans le même monde. Et tu te dis, bah, pourquoi l'une a été tuée, pas l'autre? On sait que les questions d'âge ont beaucoup joué, hein. On a beaucoup plus de mal à tuer des enfants depuis, je sais plus quel film d'Hitchcock où il avait tué un enfant et que ça avait fait une grosse polémique. Donc depuis, le cinéma est devenu assez frileux à tuer des enfants. Mais quand même, ça fait pas très crédible, quoi. T'as une meuf qui est quand même proche de l'âge adulte et tout, qui ne survit même pas à 10 minutes dans le monde à l'envers. Et à côté de ça, t'as Will qui a 12 ans, qui lui survit pendant plus d'une semaine. Je veux dire, c'est pas très crédible. Encore une fois, là on sent l'écriture de trucs pour ados. Pareil, en termes d'écriture, pas ouf ouf, c'est qu'on dit que le démon Gorgon il chasse au sang. On s'en est rendu compte très vite que c'était vrai, puisque bon, ben, on se doute que Barbara, si elle a pris beaucoup plus cher que Will, c'est à cause de ça. Mais voilà, mais le démon Gorgon, quand on l'a vu, quand il a attaqué
euh, quand il est apparu pour attaquer sur la fin, c'était parce qu'il y avait du sang. Euh, Nancy et Jonathan vont l'appâter avec le sang pour essayer de le buter. On a le cas de Eleven quand elle bute plein de gens au niveau de l'école à la fin. Il y a plein de sang partout, le démon Gorgon apparaît dans l'école. Et pourtant, le gars, le monstre, il chasse au sang. Voilà, sur la fin de la série, t'as quand même lui qui est dans cette gueule-là, plein de sang sur la gueule, parce qu'il s'est fait tabasser, et le démon Gorgon en a strictement rien à foutre de lui. Encore une fois, je suis désolé, mais tu crées un univers, tu imposes des règles et, euh, et tu les respectes pas pour ton scénario, voilà, parce que bon, bah là, faut que ça aille comme ça, là, faut que ça aille comme ça, là, faut que telle personne soit attaquée, là, faut que telle personne soit attaquée, sauf qu'en attendant, t'as un mec qui a la gueule en sang pendant toute une journée, et même soirée, parce que bon, quand il arrive chez Jonathan et Nancy, bah, enfin là, l'endroit où ils sont en tout cas, bah, il fait déjà nuit depuis un moment, donc pourquoi il s'est jamais fait attaquer si les démons gorgons attaquent vraiment la nuit, enfin bref. Il y a des choses qui vont pas, et bon, bah, il n'y a pas, comme je disais, pas de petits éléments qui sont assez précis, parce que bah, tout ça, le coup de l'enfant qui survit, mais pas la pré-adulte, bon, ça c'est prévisible de fou. Quand cette scène-là, quand j'ai vu que Jonathan n'arrivait pas à tirer et qu'il passe le flingue à Nancy, je me suis dit, ça sent tellement la scène où elle va réussir alors qu'elle a jamais tiré de sa vie, et c'est ce qui se passe direct. Et ouais, il y a des petits trucs qui sont très prévisibles dans l'écriture, mais voilà. Donc, effectivement, c'était la dernière diapo, donc on va pouvoir terminer. Voilà, donc hop, je vais pouvoir fermer ça. Tac. Donc pour moi, malgré tous les défauts, les trucs un peu prévisibles, l'écriture des fois, voilà, qui respecte pas trop ses propres règles, bah malgré tout ça, j'ai quand même beaucoup aimé cette série. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bonne, voire même très bonne. Voilà, je comprends pourquoi les gens ont vraiment kiffé cette série-là quand elle est sortie. Je regrette pas forcément de l'avoir découverte plus tard, parce que je sais pas si j'aurais été forcément fan non plus à l'époque. Mais, euh, mais en tout cas, moi je trouve que ouais, elle est efficace. L'ambiance, elle est très cool. On est vraiment dans un mélange fantastique horreur qui est très très cool à suivre. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai pas grand chose de plus à dire en vrai, parce que j'ai passé un bon moment. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au début, mais petit à petit, je suis vraiment rentré dedans. En fait, je pense que plus Nancy et Jonathan ont pris de la place à l'écran, plus j'ai eu de facilité à rentrer dedans, parce que ils prennent quand même de la place qu'à partir peut-être de l'épisode 3-4. C'est vrai que les premiers épisodes, on est quand même vraiment sur les jeunes, et du coup, là, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. Mais par la suite, je trouve que c'est plus facile pour moi, en tout cas avec mes critères, de rentrer dans la série. Et malgré tous les petits défauts que j'ai pu mettre en avant, moi j'ai passé un très bon moment. C'était très cool. La saison était très bien. Comme j'ai dit, j'ai très envie de voir la suite et du coup bah, que je vais commencer à regarder juste après avoir éteint mon téléphone, enfin éteint la vidéo. Voilà, ça, je vais manger, regarder au moins le premier, au moins deux trois épisodes je pense ce soir et puis je verrai après. Euh, mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est une bonne réussite. Je comprends pourquoi au moins les gens ont aimé cette première saison. Et puis, bon, on se retrouvera d'ici, je pense, une semaine, parce que le but, c'est que je sorte une vidéo de chacune des saisons avant la sortie de la saison 5, qui, je crois, normalement doit sortir pendant l'été ou un truc comme ça. Donc, faut pas non plus que je tarde trop. Bref. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de cette saison 1 de Stranger Things, les bons points, les mauvais points que vous pouvez y trouver. Et sinon, bah voilà, évitez de trop parler des saisons d'après en commentaire si vous mettez un commentaire, parce que voilà, j'ai pas non plus trop envie d'être spoilé. J'ai vu, comme j'ai dit, des fois des petits épisodes, enfin des moments d'épisodes de la saison 4. Je suis quasiment sûr que c'est la saison 4 là, quand on voit un autre gars des expériences comme Eleven. Donc voilà, mais voilà, me spoilez pas trop. Euh,
Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et sinon, voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!